La petite image que vous avez dans le fond, c'est un film qui va sortir qui s'appelle Ready Player One et qui parle notamment de réalité virtuelle, que je vous invite d'ailleurs à aller voir quand il sortira. Alors, hop, voilà. Donc, petit retour sur 2017. Ce qui est intéressant, c'est que la réalité virtuelle commence à être célébrée, reçoit des prix. On l'a vu notamment au Festival de Cannes, donc du film, au Festival des Cannes Lions, dans pas mal de lieux, pour se dire aussi que la production de réalité virtuelle devient quelque chose qui, en fait, qui est remarquable. Si on s'intéresse un peu aux chiffres, on va voir en fait une accélération entre 2018 et 2019, et notamment dans la production de contenu. Donc c'est la partie grise que vous voyez aujourd'hui là sur ce schéma. On va faire quasiment x2 entre 2018 et 2019 et refaire x2 en termes de chiffre d'affaires sur la production de contenu. Donc aujourd'hui, sur le salon Virtuality, vous avez énormément d'acteurs. La France fait partie, on va dire, des marchés de pointe sur le sujet, et c'est notamment pourquoi est-ce qu'existe aujourd'hui ce salon. Donc, est-ce qu'on arrive vers une démocratisation de la réalité virtuelle? Plusieurs points en fait qui vont vous montrer que oui, on va dire, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont en marche pour que ça fonctionne. Alors d'abord, pour que la réalité virtuelle, les gens puissent l'utiliser, il faut qu'ils aient des casques. Aujourd'hui, on a 3 acteurs principaux qui sont PlayStation avec le PSVR, HTC avec le HTC Vive, ou encore Oculus de Facebook, avec différentes casques notamment qui vont sortir. Quand ils sont sortis, ces casques, ils étaient très chers. Il fallait notamment pour le Oculus et pour le HTC Vive avoir un ordinateur qui était aussi très cher. Quand le Oculus, d'ailleurs, à l'époque est sorti, tout le monde pensait qu'il allait sortir autour de 400 €, et finalement, ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on voit, c'est que ces différents casques, pour accélérer justement l'adoption, ont opéré une baisse de prix. Cette baisse des prix en fait, a été assez efficace, puisque au 3e trimestre 2017, on a 1 million de ventes de casques qui ont été opérées. On parle beaucoup de jeux vidéo, parce que forcément, c'est un marché qui est porteur sur le sujet de la réalité virtuelle. Et PlayStation, en fait, se félicite aujourd'hui d'avoir vendu plus de 2 millions d'unités. Et sur la prévision sur 2018, on devrait être à peu près sur 5 millions de casques. Alors, c'est surtout des casques dits premium, parce qu'on peut aussi parler des casques en carton, type les cardboard ou autres. Mais dans les casques premium, et surtout, il y a de plus en plus de casques qui sont proposés. Microsoft, qui a, avec pas mal de partenaires, lancé par exemple des casques de mixed reality, qui font bien sûr de la réalité virtuelle également. Alors le vrai sujet aussi, c'est quand est-ce qu'on est libéré de ce câble qui nous, on va dire, qui nous attache sur l'ordinateur. Comment est-ce qu'aussi on arrive à faire en sorte qu'on puisse proposer des casques sans forcément avoir des ordinateurs qui vont coûter 1 500 ou 2 000 € derrière pour les faire tourner. Et les grands acteurs, type HTC, sortent des casques autonomes. Alors vous connaissez peut-être pas Pico. Pico, c'est une entreprise chinoise qui était au CES depuis ces 2 dernières années et qui propose également un casque. Et je parlais d'Oculus. Oculus, aujourd'hui, va proposer le casque. Un qui s'appelle l'Oculus Go, qui sera à peu près autour de 200 $. Et là, l'idée vraiment, c'est de toucher un maximum de personnes et d'arriver à un nombre assez conséquent d'utilisateurs de réalité virtuelle. Et l'Oculus Santa Cruz, qui est l'équivalent du Oculus aujourd'hui, de l'Oculus Rift, mais en version autonome. Alors, si on parle un peu en termes de business model, aujourd'hui, il y a pas mal de levées de fonds dans le sujet de la réalité virtuelle, mais la question, c'est quand est-ce que, soit en fait, on touche du B2C, donc du grand public, énormément de personnes qui vont qui vont acheter des casques, soit on peut aussi s'intéresser au sujet des salles d'arcade. Donc des salles d'arcade en France et à Paris, par exemple, il y en a plusieurs. On a aussi des équivalents comme le MK2 VR qui est présent aussi à Virtuality. Et les salles d'arcade en réalité virtuelle, ça permet pour 20 € de tester la réalité virtuelle. Et ça permet surtout aux créateurs d'expériences de réalité virtuelle de trouver une façon de se rémunérer et de vendre leurs expériences. Et ça se développe à peu près dans tous les pays, États-Unis, France, Chine et Japon. Je parlais de Facebook. Donc Facebook, eux, ils ont annoncé lors d'une conférence liée à Oculus, qui s'appelait Oculus Connect, qui voulait avoir 1 milliard de personnes en réalité virtuelle. Alors 1 milliard, ça c'est les GAFA. À chaque fois, ils veulent rien faire en dessous d'1 milliard. Mais ça pose quand même quelque chose sur la suite. Ils ont lancé par exemple Facebook Spaces, qui est un peu une sorte de forum en réalité virtuelle, et qui nous fait penser que dans 10 ans, on n'ira plus sur Facebook, mais on ira plutôt dans Facebook. Et là, je reviens sur le jeu, sur le film dont je parlais en introduction, Ready Player One, où on se retrouve à aller dans un univers virtuel et où on a des interactions type Facebook. Donc, la réalité virtuelle, c'est certes du gaming, mais c'est pas que du gaming. Aujourd'hui, on a par exemple Ikea qui a offert à ses
à 14 000 de ses employés des casques de réalité virtuelle. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont offert un casque aux employés. Ils ont aussi offert un deuxième casque que les gens pouvaient offrir. Et tout ça dans une optique de se dire on est à l'avant-garde et surtout on permet aux gens de tester plein de choses. Ikea a été remarqué notamment avec Apple sur le lancement d'une application de réalité augmentée qui s'appelle Ikea Place et il s'intéresse aussi bien sûr à la réalité virtuelle. Donc si on regarde juste sur le sujet du retail, on a aussi différentes choses. Donc par exemple, le Decathlon qui a mis en place des choses pour tester ses tentes en réalité virtuelle. Adidas qui a proposé des expériences lors de la coupe, autour du football dans un de ses magasins à Paris. L'industrie 4.0, alors ça paraît être un sujet qui vous parle peut-être pas très bien. Hier, j'étais à une conférence qui expliquait que l'investissement des boîtes industrielles en industrie 4.0 par an était de 900 milliards de dollars. Donc 900 milliards, ça fait pas mal d'argent. Et bien sûr, ils s'intéressent à la réalité virtuelle, sur tout ce qui est formation et autres. Et hier, par exemple, j'étais avec une entreprise qui présentait un dispositif en réalité virtuelle où à distance, à des milliers de kilomètres, vous aviez une connexion en fait, grâce à de la donnée et vous pouviez piloter une usine à distance. Pour vous donner un peu une idée de, en fait, on sort de trucs qui sont juste du gimmick et on arrive sur des choses assez costauds. Différentes choses aussi en termes de formation liées à la culture. On a même Pôle emploi aujourd'hui qui se lance dans la réalité virtuelle. Le médical avec des entreprises comme Sim4Health. Sim4Health, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils permettent par exemple à des chirurgiens en réalité virtuelle d'opérer quelqu'un et de pouvoir tester plutôt que de se lancer directement sur un patient en réel. Sur la partie transport, on a des gens comme Air France qui bossent avec une entreprise qui s'appelle Skylights et qui propose sur certaines lignes en fait, de la réalité virtuelle. Ils ont aussi leur nouvelle ligne qui s'appelle June pour proposer ça. Eurostar qui propose une expérience qui s'appelle Odyssée où là, on va dire, il le positionne un peu plus sur des jeunes enfants et tout ça, mais vous vous retrouvez sous l'eau, entre guillemets, avec un monde assez merveilleux qui est développé en réalité virtuelle. Immobilier et construction aussi. Comment est-ce que vous arrivez, vous avez la capacité de visiter votre appartement avant même qu'il soit construit et pouvoir interagir avec ce que sera votre futur logement. Communication événementielle, donc ça c'est un exemple sur Red Bull où j'avais participé à ça il y a à peu près un an. Et en gros, c'était un spectacle où vous aviez des gens qui sautaient de 28 mètres de haut. Et en réalité virtuelle, vous aviez la capacité de sauter de 7 mètres de haut et d'avoir l'impression de sauter de 28 mètres. Donc c'était assez cool. Et ça, c'est une courbe d'un institut qui s'appelle Gartner. Donc Gartner, eux, ils sont très connectés à la Silicon Valley, très connectés à la technologie. Cette courbe, je la suis depuis plusieurs années. Il y a à peu près un an, ils disaient la réalité virtuelle, pour nous, ça va devenir mainstream d'ici 5 à 10 ans. Et à l'été dernier, ils ont fait une évolution en disant OK, il y a une accélération des acteurs, une accélération de lieux ou d'événements comme Virtuality. Et on pense que d'ici 2 à 5 ans, il va y avoir une adoption assez massive. C'est assez en phase avec ce que nous dit Facebook sur ces 1 milliard de personnes d'ici maximum, on va dire, 5 ans. Et on voit que tout ça évolue. Et la réalité virtuelle est vraiment un sujet qui va devenir, on va dire, très important pour les prochaines années, aussi bien pour les marques que pour les gens. Mais regardons aussi la partie réalité augmentée. Pour vous donner un chiffre, dans les prévisions, d'ici 2021, il y a 1 milliard de personnes qui devraient utiliser de la réalité augmentée sur mobile. Là, c'est des entreprises comme Magic Leap qui lancent leurs lunettes de réalité augmentée qui sont valorisées plus de 4 milliards de dollars. Donc, c'est toute cette partie technologie immersive. Ça fait partie de notre futur. Et aujourd'hui, on a tous des smartphones et on est tous sur la partie, on va dire, tactile et autres. D'ici 10 ans, je serais bien curieux de voir comment est-ce qu'on va interagir avec le digital et comment ce digital va s'intégrer à l'intérieur de notre vie. Voilà, merci beaucoup. J'en termine là.